Chers amis de la librairie Ringard, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du lundi. Effectivement, après une première saison et une interruption pour l'été, une interruption estivale, nous reprenons une nouvelle saison des rendez-vous du lundi. Tous les 15 jours, comme par le passé, nous allons avoir un invité. Aujourd'hui, nous avons un invité que j'ai voulu un peu spécial pour inaugurer cette nouvelle saison. C'est mon ami Roger Zalk. Alors Roger est à 66 ans, c'est pas la peine de le cacher. Faut-il le dire? Historien de formation, conseiller principal d'éducation à l'éducation nationale pendant de très nombreuses années. Dans une autre vie. Dans une autre vie, dans un collège proche de Strasbourg. Passionné de littérature et d'histoire, évidemment. Et quand on est dans ce milieu, quand on a fait ce cursus, évidemment, c'est tout à fait normal, l'écriture, ça démange. Mais alors, Roger, c'est pas un auteur comme les autres. Non, Roger n'est pas essayiste, n'est pas romancier, n'est pas auteur pour la jeunesse, n'est pas auteur de livres scolaires. Non. Tu es scénariste de bande dessinée. Scénariste de bande dessinée. Mais alors, comment devient-on scénariste de bande dessinée? Qu'est-ce que c'est qu'un scénariste de bande dessinée? On s'imagine pas. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce parcours et comment on en arrive à faire ça, sachant que tu as des centaines de livres à ton actif? Après des centaines, je dois avoir à peu près 120 albums à mon actif. Voilà. Comment on devient scénariste de bande dessinée? Eh ben, déjà, on commence par naître en 1955. Et donc, à une époque où il n'y avait pas de jeux vidéo, pas beaucoup de télé, etc. Donc, j'ai beaucoup lu, enfant, et des romans jeunesse et de la bande dessinée. Et donc, ça m'a marqué, en fait. Hein. Et après, on croise la route d'un dessinateur. Pour moi, c'était Christophe Carmona, en fait, que tu connais bien. Et à qui j'ai raconté une histoire, en fait. On faisait un trajet en voiture, raconter une histoire. Et il m'a dit, ben, on va faire ça en bande dessinée. Et donc, j'ai répondu, je ne sais pas écrire. J'ai raconté, voilà, comme ça. Et en fait, je me suis pris au jeu. On a effectivement fait un projet qui a été édité, qui a bien marché. Et c'était le premier bouquin. Et une fois qu'on a fait un bouquin, on a fait deux. Christophe Carmona, bah, on le retrouve là, par exemple. Absolument. Tout à fait. Donc c'était Solo Comics. C'est un livre qui remonte aux années... ça serait plus de 20 ans, ça. Alors effectivement, on a un parcours qui est déclenché par une rencontre, par exemple, locale, mais qui aujourd'hui s'est développé largement. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette démarche une volonté d'écrire quand même qui cherche à s'exprimer et qui trouve une voie qui à un moment donné va quand même essayer de s'exprimer autrement ou pas? Ou est-ce que c'est une contrainte qu'on s'impose ou est-ce que c'est devenu un vrai enjeu? Alors, en tant qu'adulte, je suis plus un lecteur de romans que de bande dessinée. Faut le savoir. Après, la bande dessinée a ceci d'intéressant que ça entraîne une collaboration avec un dessinateur. Et donc, on est à deux à faire quelque chose. Et quelque chose qu'on fait très étroitement, en fait. C'est vraiment une collaboration très étroite. Et donc, c'est aussi une aventure humaine. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est la première chose qui m'a intéressé. Après, la bande dessinée, c'est très technique. La narration en bande dessinée, le scénario de bande dessinée, c'est très, très technique. Et parce qu'il n'y a jamais assez de place. Une bande dessinée, il y a une pagination qui est limitée. C'est 46 pages, 54 pages, 62 pages. C'est un nombre de cases limité aussi sur la planche. Actuellement, on fait un découpage plutôt sur 7-8 cases, 6-7 cases. Donc, globalement, on a un nombre d'images limité. Et donc, ce qui est intéressant en bande dessinée, c'est qu'on va travailler sur ce qu'on appelle l'ellipse. C'est-à-dire que ce sont des images fixes et il se passe des choses entre deux images qu'on ne montre pas. Et c'est l'inconscient du lecteur qui le reconstitue. C'est ça. De toute façon, une bande dessinée, c'est pas celle où l'image répète le texte et inversement. C'est une complémentarité pour nourrir le récit. Mais quand tu nous dis que c'est un travail à deux, on pense tout de suite à Goscinny Berriot ou des couples, on va les appeler comme ça. Mais toi, tu as changé souvent d'illustrateur. Quand tu as de très bonnes relations avec des illustrateurs locaux, et tu travailles maintenant avec des illustrateurs que tu connais beaucoup moins ou que tu as rencontrés à l'occasion
d'un travail que fait pour un éditeur parisien ou un autre éditeur de bande dessinée. Oui, ben, disons que tout ça évolue assez progressivement. Mes 3 premiers albums étaient plutôt régionaux, c'est des thèmes d'histoire régionale. Oui. Le 4e a été fait chez Glénat, et donc c'est un éditeur national, et du coup c'était Frédéric Pillot, qui en fait C'est un local, hein. aussi un local qui fait des arts déco, mais qui est quelqu'un qui a quand même explosé actuellement en termes de notoriété. Il y avait Claude But là-dedans, qui est aussi maintenant quelqu'un qui a vraiment explosé vers la mise en couleur, etc. Et donc, voilà, c'était un travail un peu particulier. Je connaissais scénarisé aussi avec Isabelle Mercier. On était 2 scénaristes sur le projet. Et c'était une aventure nationale. Pour le coup, c'était vraiment très différent d'une édition locale. Donc, il y a eu cet album-là. Il y a eu ensuite 4 albums chez Delcourt. Et ensuite, il y a eu Fogg chez Casterman, qui a vraiment été le début d'une carrière effectivement nationale. On trouve d'ailleurs en intégrale. Alors la question qui vient tout naturellement, c'est qui est-ce qui prend le dessus dans ce duo? C'est le scénariste ou c'est l'illustrateur? Alors, tout dépend comment on travaille. Moi, je travaille actuellement, par exemple, là, à l'heure actuelle, comme je suis à la retraite maintenant et que j'ai beaucoup de temps pour écrire, je dois travailler sur 7 ou 8 albums en même temps. Les dessinateurs, ils sont pas là. Il y en a un qui est en Valence, en Espagne, c'est Régri qui fait le franc. Il y en a un qui est à Dijon, il y en a un qui est à Quimperlé, il y en a un qui est dans un trou perdu au milieu de la France. Voilà, ils sont pas là. Donc forcément, je travaille beaucoup par téléphone, par Internet. Mais en fait, mon album est écrit avant. Donc le travail du scénariste précède le travail du dessinateur. Quand un des dessinateurs commence un album, il a déjà toutes les pages découpées, toutes les séquences dialoguées, etc. On est un peu comme dans le travail du cinéma. On va écrire toutes les scènes, c'est ce que tu m'expliquais une fois. Il faut faire des découpages, des temps, des rythmes, des dialogues. Voilà. Et en fait, il y a pour moi, il y a 3 étapes. Hein. Il y a le scénario lui-même, qui est en fait un document qui va faire une 30aine de pages, qui va reprendre toutes les scènes qui figureront dans l'album. Il y a le découpage, qui est la narration, en fait, où je détermine le nombre d'images, le plan aussi de l'image, etc. Et après, il y a un travail spécifique pour moi sur les dialogues. Parce que le dialogue d'une bande dessinée, c'est particulier, c'est écrit, c'est lu par le lecteur, mais ce sont des personnages qui parlent. Alors, c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est pas du roman non plus. Voilà, il faut pas que ce soit trop un langage parlé, sinon ça fonctionne pas bien à la lecture. Il faut pas que ce soit trop littéraire, sinon ça fonctionne pas bien avec l'image. Donc c'est un travail spécifique. Donc moi, il y a vraiment 3 étapes que je différencie. Et ces 3 étapes sont écrites une fois pour tout, elles évoluent au fur et à mesure du travail. Alors, en principe, moi, avec l'expérience maintenant, ce que je fournis comme découpage, de toute façon, fonctionne. Donc, le dessinateur peut tout à fait l'utiliser tel quel. Souvent, au moment de la mise en page, il a d'autres propositions. Alors, soit il m'en fait part, soit il le fait, puis je reçois la planche. Mais tant que ça respecte finalement ce qu'on raconte et que ça fonctionne, moi, ça ne me dérange pas. C'est une collaboration. Le dessinateur, il n'est pas à mon service. Il est au service du texte, enfin de l'histoire. De l'album, tout comme moi. Donc, mais par exemple, tu rentres dans les détails en disant, voilà, à ce moment-là, tel personnage est habillé de telle façon, dans tel décor, ou il a à loisir de... Alors, en fait, dans le séquencier, ce que moi j'appelle le séquencier, qui est le scénario, en fait, hein, par exemple, sur un exemple, hein, sur un Le Franc qui fait 46 pages, je vais avoir à peu près entre 30 et 32 scènes. Une scène, c'est une unité de lieu et de temps. En fait, hein. Un peu comme au théâtre. Un peu comme au théâtre ou au cinéma. Voilà. Et donc, le rythme est déjà, en fait, donné par ce document-là. Et tous les détails figurent dans ce document. Par exemple, si il y a lieu de décrire une arme, par exemple, spécifique, je vais le mettre dans le séquencier. Souvent, je rajoute même une image pour que le dessinateur ait vraiment la référence. Donc, tous ces éléments importants sont dans le séquencier. Je les rappelle éventuellement dans le découpage. Mais après, je ne vais pas pinailler sur le nombre de livres qui sont posés sur l'étagère. Ou les décors, en fait, si le dessinateur a envie de se faire plaisir, il invente un peu le décor qu'il veut. Moi, ça ne me dérange pas. Là, j'ouvre La Rançon, par exemple. Sur la première page, on a un décor de savane avec un rhinocéros qui est abattu par les braconniers. Donc là, par exemple, est-ce que
Non, alors là, effectivement, C'est l'illustrateur qui s'est fait plaisir, là, sur le là, il a paysage. lui-même cherché, en fait, de la documentation. Moi, j'ai dû indiquer, effectivement, que c'est un paysage de savane, et il s'est fait plaisir. Le type de véhicule qui est utilisé, je pense qu'il a choisi en fonction de l'époque où ça se passe aussi. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je tourne les pages, et je tombe sur Une scène des alsacienne. images alsaciennes, au Colismo. Et on va revenir très vite, parce que là, il y a un vrai clin d'œil. À la Parce grande que menace. Roger prend la succession d'un maître, Jacques Martin. Je pense que ça a été un événement extraordinaire quand tu as eu ce genre de contact. Hein. Alors, je fais partie des gens beaucoup de collaborateurs actuels sur les séries Martin ont travaillé avec Martin. Moi, c'est pas mon cas. Oui. J'ai connu Martin. Je passais des soirées avec lui parce que j'étais chez Casterman et lui aussi. Oui. Donc voilà, on a échangé, mais je n'ai jamais travaillé avec lui. En fait, c'est Casterman qui m'a contacté pour le premier que tu as là, qui s'appelle Oui. Là, en fait, le scénariste précédent a eu un problème de santé, et donc on m'a contacté en me demandant, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de... Parce que là, on est... On est dans Jacques Martin pur. Ah oui. Au Colismo. Ah oui, là, les références, elles sont évidentes. C'est la menace, non La grande menace, c'est le premier, oui, tout à fait. La voiture. Oui, mais ça, c'est volontaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place. C'est un clin d'œil pour les lecteurs de la série. Quoi. Donc, alors, quand on travaille dans ce genre de continuité d'œuvre, est-ce qu'on a des contraintes que l'éditeur impose, ou les ayants droit, ou je ne sais pas? Alors, donc ça fonctionne avec un comité qui comprend effectivement les deux enfants de Jacques Martin, Oui. les deux éditeurs. Donc, il y a un cahier des charges, notamment par rapport aux personnages. Il faut respecter les personnages tels que Martin les a conçus, etc. Après, l'histoire en elle-même, enfin, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que moi j'ai proposée. Et en fait, je vais la construire comme je construis n'importe quelle histoire. Moi, j'ai souvent du polar, des choses comme ça, donc il y a des éléments un peu comme ça, policiers dans le récit, entre aventure et polar. Le France est un journaliste, donc il est souvent mêlé à des événements qui concernent l'histoire commune de tout le monde, en fait. Voilà, mais j'ai pas de compte. Une fois qu'ils ont accepté le projet, j'ai plus de contraintes. Mais on le fait quand même évoluer dans le temps. Il n'irait pas rester coincé dans les années 60, 70. Là, c'est les années 50. Ou 50. Où on a le droit de le faire évoluer. Alors, il faut négocier. Donc là, je suis en train d'en écrire un, qui sera mon 6e, en fait. Le 5e est quasiment terminé, donc là, il va sortir dans quelques mois. Donc je suis en train d'écrire le 6e. Et effectivement, là, on est dans les années 60. On a un peu évoluer un petit peu voilà, vers mais c'est une volonté, ça, de l'éditeur. J'imagine. Donc, mais on voit bien ici que on est dans une création, puisqu'on invente une histoire Absolument. avec des gens qui ont des avis ou qui assurent une succession. Mais ce travail de scénariste de bande dessinée, c'est quand même un travail de création, d'auteur, à 100%, enfin pleinement. Mais on a aussi des travaux d'adaptation, parce qu'ici on montre le Sherlock Holmes des éditions du Verger, qui est la bande dessinée tirée du roman de Jacques Fortier, qui est lui-même un pastiche de Sherlock Holmes. Donc là, c'était un peu pour rester dans la logique, mais là, on est dans un autre travail, un travail d'adaptation, de transformation. Oui, tout à fait. Donc là, c'est... Juste pour terminer avec Jacques Martin, je vais te donner un scoop, c'est que j'ai aussi écrit un Alix. Ah oui. Qui ne sortira que dans 2 ans, mais qui est déjà terminé. Alors pour les gens qui débarqueraient de Mars, Jacques Martin, c'est quand même le grand dessinateur de bande dessinée strasbourgeois, mondialement connu, le créateur de Alix, de Jacques Martin. Né à Strasbourg. Voilà. Qui est décidé il n'y a pas très longtemps. Une dizaine d'années. Donc on aura Alix signé Roger Zaïter. Absolument. Mais donc je revenais à l'adaptation. Donc là, on a un travail un peu différent, puisqu'on part d'un texte de quelqu'un d'autre, et on va le retravailler. Alors, est-ce qu'on a des contraintes que l'auteur du texte d'origine... Alors, j'en ai fait beaucoup des adaptations. Là, c'est un exemple. Là, oui, on a parlé de Poe tout à l'heure. Poe, même l'ami Fritz. Chez Flammarion aussi, les Colombes du Roi Soleil, qui ont très bien marché. C'est un exercice différent.
une des grosses différences, c'est qu'un roman est beaucoup plus dense, en fait. Bon, le roman de Jacques là, était relativement court, il faisait 200 pages, mais souvent les romans font 300, 400, 500 pages. Et on va le voir. Le On va Hislop fait finir 500 pages, voilà. notre entretien là-dessus. Donc là, et moi, je vais avoir effectivement 46 ou 54 pages pour raconter la même chose. Ouais. Donc effectivement, à ce moment-là, il faut faire des coupes. Il faut faire des... Mais il y a toujours les deux narrations, une par le texte et une par l'image, Oui, qui font en sorte que... c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, parfois les adaptations ont pour moi un défaut, mais c'est personnel, moi j'aime pas ça, c'est que parfois les adaptateurs prennent des passages de romans et en font des récitatifs. Pour des textes, des voix off, des choses comme ça. On perd le dialogue. Oui, disons, du coup, ça manque de vie. Et ça, je ne le fais pas. Donc, du coup, on en parlera peut-être pour l'histoire parce que c'était flagrant là-dedans. Mais du coup, il faut parfois aussi réinventer des dialogues qui sont pas dans le... Parfois, on peut utiliser les dialogues qui sont dans le roman. Pas souvent. Souvent, il faut les adapter et souvent, il faut même en inventer d'autres. Il y a parfois même des scènes qui sont pas dans le roman, qu'on va mettre dans la bande dessinée parce que ça va donner une fluidité à la bande dessinée. Parce que c'est différent. Il faut qu'un dialogue beaucoup plus court exprime parfois plus de choses. Absolument. Qu'est-ce que le roman? Alors, tu t'es quand même prêté au jeu de l'écriture pure, avec dans la suite du Sherlock Holmes, quoi. Il fallait quand même faire ce clin d'œil. Alors, c'est même pas ça, c'est que c'est une BD, ça. En fait, l'éditeur, donc Pierre Marchand, quand on avait... Donc ça a bien marché, le premier. Donc j'en ai fait 2 autres qui sont donc des créations, voilà. Ouais, et le deuxième, en fait, effectivement, est une bande dessinée qui s'appuie sur la nouvelle de Conan Doyle qui s'appelle le Dernier Problème, et où Sherlock Holmes passe à Strasbourg. Et donc j'en ai fait une bande dessinée, et Pierre m'a dit à un moment donné, mais ce serait assez amusant de faire l'inverse de ce qu'on a fait sur le premier, c'est-à-dire d'adapter la bande dessinée en roman. Donc c'était... Paris, quelque part. C'était quelque part un pari. Et moi, alors, c'est pour ça que je reviens peut-être à ce que je disais au début, je lis beaucoup plus de romans que de bandes dessinées. Et donc, c'est aussi un challenge de se dire, tiens, est-ce que je suis capable d'écrire un roman? Et effectivement, ça a alors, et là, j'ai réalisé quelque chose, c'est que le travail de scénariste de bande dessinée et le travail de romancier sont 2 choses, mais complètement à l'opposé. Ah oui, absolument. Autant en bande dessinée, on passe notre temps à essayer de gagner de la place, à être compact, à avoir dire le maximum de choses en un minimum de mots, etc. Autant dans un roman, c'est le contraire. Il faut décompacter, il faut voilà. Et donc, en fait, par rapport à la bande dessinée dont c'est tiré, il y a à peu près 2 fois plus de scènes, il y a plein de personnages en plus, etc. Mais c'était un vrai plaisir de faire ça, en fait. Alors revenons à l'adaptation, pour parler et pour terminer sur ce sujet, sur L'île des oubliés, qui est le dernier livre paru. Donc c'est une bande dessinée signée Roger Zaiter, à partir du roman de Victoria Hislop, L'île des oubliés, que j'ai ici en version poche. Alors ce livre, le roman a été publié en 2012, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, enfin c'est un best-seller de la littérature qu'on qualifie parfois de féminine, parce que ça fait un roman, ça fait des histoires de famille, etc. Et on est passé de 530 pages à 120, avec des illustrations que moi je trouve très belles, d'un auteur très élégant. Très élégant. Alors une autre difficulté qui m'apparaît, c'est que on a souvent des bandes dessinées qui sont basées sur des histoires d'action, puisque là on a l'espionnage, ça. Là on a beaucoup plus de narratif. Intimiste, on a une histoire familiale, on a des histoires d'amour, on a une histoire... alors, pour faire court, c'est une jeune femme qui s'appelle Alexia, qui va en Crète, elle est archéologue de métier, mais en fait, elle va aller à la recherche de ses racines, de sa famille, et elle va tomber sur une histoire très bizarre, avec une île particulière, de Spinalonga, qui était une lépreuse. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? Oui, tout à fait. Donc, c'est une histoire de... Ce qui m'a intéressé, en fait, parce que là, juste avant la guerre. C'est avant la guerre, oui. En fait, l'île a été utilisée comme léproserie du début du XXe à 1957. Donc ça, c'est un fait réel. C'est un fait réel. Et là, l'histoire, en ce qui nous concerne,
Donc c'est une histoire sur 3 générations, et c'est une histoire de femmes, en fait, de destin féminin. Dans le roman, d'ailleurs, il y a de très beaux personnages de femmes. Les personnages masculins sont pas très intéressants. Oui, un personnage de salaud. Alors voilà, au mieux, ils sont insignifiants, et au pire, c'est des vrais salauds. Voilà. Donc, sauf peut-être le père qui fait la navette. Sauf le père, voilà, qui est un très gentil monsieur. Qui n'est même pas le père. Enfin, et donc, voilà, donc c'est un peu particulier. Et donc, le roman commence dans les années 2000, mais la première personne, donc la grand-mère, en fait, va sur l'île en 1938, voilà, parce qu'elle est atteinte de la lèpre. C'est une institutrice, en fait. Et donc, elle est à l'époque, donc les gens atteints de la lèpre, quittaient tout, leur famille et tout, étaient allés sur l'île et ne pouvaient plus revenir. Ils n'avaient plus de contact du tout avec leur vie précédente. Alors, on va, le temps avançant, on va être obligé d'essayer de terminer rapidement. Juste 2 mots. Sur cette île, il y a une société qui se met en place, extrêmement démocratique, avec une école, un théâtre qui se construit, puis un cinéma. Enfin, c'est assez extraordinaire. Elle va attirer des gens, des malades qui viennent d'ailleurs, qui ont des préjugés. Il va arriver tout un groupe de personnes d'Athènes. On voit aussi l'occupation allemande, mais qui ne va pas toucher par peur, mais bon, il se passe des choses. Qui est plus détaillé dans le roman, et que moi j'ai un peu, effectivement... Alors, on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais. On va parler de la fin. Ouais. Parce que là, j'ai quand même noté... ah oui, non, mais quand même. J'ai noté... Et je lis une bulle. Ça m'est jamais arrivé de lire devant la caméra une bulle. C'est Alexia qui parle, et qui dit « Maintenant que je connais l'histoire de ma famille, je ne vois plus ces ruines de la même manière. C'est comme si leur histoire était devenue mon histoire. » Et dans le roman de Victoria, on lit « C'est terminé. J'ai compris que notre histoire n'avait aucun sens, aucun relief, commença-t-elle, en écoutant... » Et je ne raconte pas la suite. Alors, en fait, c'est pas forcément au même moment. Hein, mais... Oui. Alors, il faut savoir que Victoria Hislop, donc, elle est parfaitement francophone. Donc elle a lu, en fait. Au fur et à mesure que j'avançais, Phileas lui transmettait les documents, et elle lisait, donc elle aimait beaucoup. Tu as eu un échange avec elle ? Oui, alors pas directement, mais j'avais les retours, etc. Elle a adoré l'adaptation en BD. Le souci qu'on avait, c'est que si on avait gardé la fin du roman, on aurait eu à peu près 6-7 pages de discussion dans un restaurant. Parce qu'à la fin, en fait, elle règle son... Voilà. Ça, c'est pas possible en BD. Donc ça, je l'ai expliqué qu'il fallait peut-être qu'on fasse autrement. Donc effectivement, sur la forme, je change la fin. Pas sur le fond. En fait, une sorte de pirouette. Voilà. D'auteur. Voilà. Mais on va terminer là-dessus, Roger, parce que le temps nous est compté. Merci beaucoup, parce qu'on va, je pense, avoir donné envie aux gens qui nous ont vus de découvrir l'île des oubliés. Donc on peut citer peut-être le dessinateur. Oui, Fred Berbich. Voilà. Très joli, très élégant. J'aime bien cet adjectif. Un graphisme qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans la bande dessinée franco-belge traditionnelle. Un livre à découvrir, un roman à redécouvrir. Et il y a une suite. Et une BD. N'hésitez pas, découvrez ces textes. Merci de nous avoir suivis et à un prochain rendez-vous du lundi dans une quinzaine de jours. Merci.